Avant de lancer l'épisode, j'aimerais te parler d'Artisium, mon partenaire. Artisium, c'est une coopérative belge pensée pour les freelances créatifs, que tu sois dans l'artistique, la technique, la production ou les métiers associés. Tu restes totalement autonome dans ton activité et Artisium prend en charge tout le reste. Fiscalité, comptabilité, juridique, assurance et toute la partie admin. En gros, Artisium devient ton unique intermédiaire, un cadre solide qui sécurise ton activité et allège ta charge mentale. Concrètement, ça repose sur 3 choses. Une rémunération optimisée, adaptée à ton style de vie, une gestion complète de toute la partie admin et fiscale, et une protection solide pour exercer ton activité dans un cadre sécurisé. Derrière ça, il y a une petite équipe à taille humaine, proche de ses coopérateurs et coopératrices et vraiment ancrée dans les réalités du secteur créatif. Pas de mauvaises surprises. Impôts, charges et obligations sont anticipés pour que tu puisses créer l'esprit tranquille. Leur objectif est simple, rendre ton activité professionnelle durable. Si tu veux exercer ton métier dans un cadre rassurant, entouré de personnes qui comprennent vraiment ta réalité, ça vaut la peine d'y jeter un œil. En tout cas, je suis trop fière qu'Artisium soutienne Compose. Toutes les infos sont sur leur site artisium.be et tu peux aussi réserver un call avec eux directement via le lien qui se trouve dans les notes. Allez, place à l'épisode. Compose, hors série numéro 9. Le début a été une période dure. Je pense que si j'étais pas battant, j'aurais arrêté parce que je perdais plutôt de l'argent que d'en gagner. Mais non, chaque fois que je rencontrais quelqu'un et que je parlais du projet, il me dit mais oui, c'est ce que les artistes ont besoin. Et donc j'étais un peu tiraillé entre ok, si les artistes veulent, pourquoi ils viennent pas? Voilà. Donc je savais qu'il y avait un besoin. Je savais que c'est ce que je voulais faire et que je voulais montrer à la Belgique. C'est hyper prétentieux, mais voilà. Ok, en fait, il y a une alternative et les artistes, vous n'êtes pas obligés d'être chômeurs. On pourra en parler de ça après, mais moi, c'est un truc qui m'énerve. Et donc, voilà, ça a pris du temps, mais là, on y est, quoi. Donc, c'est bien. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer. Un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou table ronde, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter, connecter. Place à l'épisode. Cette semaine, dans ce hors-série de Compose, où je reçois celles et ceux qui aident les autres à oser créer, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Bistiot, le fondateur d'Artisium, coopérative pour freelance créatifs. Ensemble, on a parlé de sa passion pour la musique, de l'école qu'il a fondée, de la raison pour laquelle il a voulu créer Artisium, de son amour pour la fiscalité, du format de coopérative qu'il a choisi pour son projet, des premiers coopérateurs et coopératrices, du modèle économique d'Artisium, de l'équipe et de son fonctionnement, du fait qu'il déteste la routine, de son esprit entrepreneurial. Juste avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Compose via Patreon. Je dépose juste cela et je vous souhaite une très belle écoute. Merci Frédéric d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Bonjour, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Tu es l'administrateur d'Artisium. C'est une coopérative qui aide les freelances créatifs. On y reviendra. Mais d'abord, je voudrais un peu connaître ton parcours parce que tu as aussi eu des projets musicaux. Comment est né ton intérêt pour la musique ? Alors, en fait, je suis fan de la musique depuis que je suis tout petit. Donc, mes parents racontaient que quand j'avais 6 ans, quand il y avait des orchestres, on allait souvent en vacances à Ostende et il y avait un orchestre et que j'allais apparemment derrière le chef d'orchestre l'imiter. Enfin, du coup, j'étais un peu l'attraction. Tout le monde regardait. Donc, je pense que j'ai toujours pris goût à la musique. Ensuite, j'ai fait un peu le cursus normal. J'ai fait les académies, etc., etc. Sauf que ça me convenait pas trop parce que j'étais pas très scolaire. Je préférais être directement dans le concret. Mais donc voilà, je dirais que j'ai fait ça depuis tout jeune. Et puis vers mes 15 ans, j'ai fait j'ai commencé la guitare électrique. Et là, un de mes amis m'a dit ouais, j'ai un groupe, est-ce que tu saurais venir jouer avec nous? Et donc je dis bah oui, je viens jouer avec vous, ok, c'est parti. J'adorais le groupe, on s'est bien amusé, etc., etc. Sauf que j'étais pas très bon à l'époque. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai commencé à jouer dans ce groupe et à mon premier concert, j'étais tellement mauvais que l'ingé son m'a coupé. Oh merde. Et en fait, c'est ce jour-là
j'ai tellement kiffé le moment de concert et compagnie que j'ai dit ok, je veux faire de la musique. Donc c'est assez paradoxal parce que c'est le moment où j'étais le plus nul dans ma carrière que je me suis dit ok, c'est là que je veux faire de la musique, que je veux partager ça avec avec le public. Et du coup ce jour-là je me suis mis de manière un peu plus intense dans la musique. J'ai pris un peu plus de cours, j'ai travaillé un peu plus à la maison comme disaient mes profs, et voilà, j'ai voulu faire de ma passion mon métier. Trop bien. Oui, t'avais déjà cet objectif un peu professionnel derrière? Bon, je pense que c'était encore abstrait à l'époque. Ce qui était sûr, c'est que je savais que je voulais que la musique fasse partie de ma vie. À ce moment-là, je savais pas encore est-ce que ça allait être amateur ou professionnel, même si j'aime pas trop le mot, parce qu'en fait, en soi, on s'en fout. C'est juste qu'à un moment donné, soit tu permets de le rentabiliser ou pas, mais voilà. Non, je le savais pas encore. Ce qui était sûr, c'est que je voulais que ça fasse partie de ma vie. Et je dirais que c'est plutôt quand mes parents m'ont demandé tu veux faire quoi de ta vie, quand j'ai eu mon diplôme d'humanité. Donc là, je me suis un peu cherché parce que je pense que la musique à ce moment-là n'était pas une option. Une option pour toi ou une option pour tes parents? Pour les deux, je pense que même moi, il y avait un peu ce truc de voilà, on voit tous les copains qui vont aux études à l'université, etc. Donc disons que j'ai fait des études dans l'événementiel, sauf qu'en fait, je pense que j'ai peut-être suivi 2 cours sur l'année. Ça m'a pas trop plu, et donc là j'ai un peu travaillé parce que j'ai arrêté mes études, et puis voilà, en grande discussion avec mes parents, j'ai dit ok, j'aimerais bien faire de la musique, et je me suis lancé dans une école de jazz. C'est là que l'aventure a commencé. Enfin, j'ai pris un peu plus de compétences, et ensuite j'ai voulu chercher un gagne-pain, parce que c'était une école privée, donc j'ai pas les détails, mais mes parents étaient en divorce à ce moment-là, donc on n'avait pas énormément d'argent, et donc pour pouvoir un peu subvenir à mes besoins, je devais travailler, et du coup je me suis dit je vais donner cours. De là en fait j'ai entre guillemets cherché du boulot, étant donné que j'avais pas de diplôme, je pouvais pas travailler en académie. Et donc du coup je me suis tourné vers les ASBL. Je vais pas te dire le nom parce que c'est pas du tout le but là ici, mais je me reconnaissais pas du tout dedans. Donc c'était un peu ouais, tu donnes cours, tu fais ce que tu veux, on verra bien, façon de parler, du moment que j'ai de l'argent dans les caisses, je suis content. Et je me suis toujours souvenu de ce moment où moi en étant nul, la scène m'a donné envie de faire de la musique, et donc je me suis dit je vais créer une école où en fait l'axe principal c'est emmener les élèves sur scène, peu importe qu'ils soient petits, grands, nuls ou très bons. Et donc du coup là j'ai été retrouver mes parents et j'ai dit en fait je vais ouvrir une école de musique. De vous c'est un peu grand débat, etc., mais je suis un bon négociateur, et donc on est parti dans l'aventure. J'ai lancé mon école. Parallèlement, j'avais plein d'options. J'organisais même des tournois de poker pour être sûr que la SBL ait assez d'argent. Enfin voilà, j'ai fait un peu de tout, et j'ai eu la chance que l'école a assez vite fonctionné. Donc je dirais qu'après 3 ans, j'atteins mon seuil de rentabilité, l'école fonctionnait, j'avais des profs extraordinaires, on a une équipe de fous, donc c'était un réel bonheur. Et donc voilà, à ce moment-là, j'avais aussi des groupes de musique, un groupe qui s'appelait Mooncraft. Je jouais dans quelques groupes de cover, et donc voilà, j'allais un peu ma vie de musicien de scène et de professeur de musique. Donc voilà, maintenant j'ai arrêté, mais c'est un truc que j'oublierai jamais parce que j'ai adoré le contact avec les élèves, l'organisation des concerts, essayer de les amener dans leur objectif. Je pense que c'était peut-être ça ma force, c'était vraiment pour chaque élève, j'avais un objectif différent. Donc j'avais pas une sorte de cursus où on fait la même chose. Lui, il a besoin de ça, je vais lui donner ça. Lui, il a besoin de ça, je vais lui donner ça. Je me souviens même donc moi, le milieu du rap, à l'époque, je connaissais pas du tout. Et un élève, il veut faire du rap. Je dis, je vais essayer de t'aider. Donc voilà, je me suis surtout basé sur la rythmique, sur les flows, de voir comment le faire. Finalement, je pense que je l'ai énormément aidé, alors que moi, je sais pas rapper. Et donc voilà, je pense que je dirais que c'est ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir m'adapter à chaque personne, et dans la mesure du possible, et de lui donner ce que moi je pouvais lui donner. Donc ouais, franchement, j'oublierai jamais ce début de carrière entre guillemets. Et ça te vient d'où justement cette envie de transmettre, parce que être pédagogue, c'est pas non plus la même chose que justement donner des concerts, etc. Ça te vient d'où ce côté transmission? J'en ai aucune idée parce que c'est venu assez naturellement. Je dirais qu'au départ, c'était dans la musique, il faut un gagne-pain, c'était le plus évident. Et donc voilà, je me suis pas trop posé la question, mais je pense qu'en tout cas, c'est plutôt
En fait, moi, avoir un élève qui avance pas, ou un élève que je sens qui vient juste, voilà, pour me donner son petit billet, gagner ma vie, c'est pas du tout mon. Enfin voilà, je sais que ça m'aurait pas nourri, étant donné que j'avais pas de cursus normal. Je me suis un peu auto-inventé et donc je passais énormément de temps à préparer mes cours, à imaginer les choses. Et donc je me souviens que les 5 premières années, je revoyais tous mes cours, je refaisais un petit peu mes structures, j'y réfléchissais à lui, je vais lui donner ça, à lui je vais lui donner ça. Donc je dirais que c'est venu un peu naturellement parce que sinon j'avais l'impression de mal faire mon métier en fait. Et pour moi c'est ça un peu peut-être la différence entre un cursus comme l'académie ou une école privée, c'est qu'une école privée ça coûte cher et donc je sais pas, peut-être que je me devais un peu redevable de la somme que les parents payaient et de dire ok ben je vais vraiment donner mon max de moi-même pour valoriser ce prix quand même assez cher que je demandais quoi. Et toute cette période-là, t'avais quel statut? Ouf, j'ai été au tout début. Bon, oui, je vais expliquer la petite histoire. Donc, il y avait un truc qui s'appelait à l'époque une sorte de tremplin indépendant, je sais pas comment ils appelaient ça, qui permettait de bénéficier du chômage le temps de lancer l'activité. Sauf que c'est un peu une aberration en Belgique, c'est que tu dois faire ça, mais tu dois aussi chercher du boulot. Et donc, au tout début, je dirais que j'étais chômeur, sauf que je me suis très vite retrouvé à un contrôle à l'ONEM, où ils m'ont demandé si je cherchais du boulot et tout. Ben, j'ai dit, ben non, c'est pour ça que j'ai fait le C45E, c'est pour lancer mon activité. Regardez, j'ai les élèves et tout, c'est en train de se remplir, c'est juste que je dois rembourser les 20 000 euros que j'ai avancés, donc c'est sûr que je gagne pas encore 2 000 euros par mois, c'est logique. Et puis, je sais pas, je suis tombé sur une dame très spéciale qui me demandait même si j'avais un agenda. Je dis oui, je lui ai donné mon smartphone. Ah non, il faut un agenda papier. J'ai fait, donc voilà, il y a eu plusieurs choses comme ça, on va pas rentrer dans le détail vraiment de ce rendez-vous, mais je me suis vraiment senti mal à l'aise et fliqué, or qu'en fait je travaillais vraiment beaucoup, et du coup j'ai retourné les questions, je lui ai dit et vous avez un agenda, vous n'avez pas de smartphone, et donc j'ai eu quelques mois après un petit avis négatif, donc je me suis retrouvé un peu je dirais chômeur mais non indemnisé. Donc j'ai fonctionné au départ avec des statuts smart. Et c'est là en fait où je m'y retrouvais pas du tout, parce qu'en fait je voyais le montant que je facturais et ce que j'avais en poche. Et en fait c'est un peu ça la chance, ou je sais pas, moi, j'appelle tout ça toujours mon petit Jiminy Cricket comme dans Pinocchio, où en fait je me suis dit ok, il y a pas de solution, trouve la solution, sinon tu vas arrêter ce que tu adores faire. Et en fait, c'est de là, on va en discuter, mais que j'ai créé Artisium. En fait, j'ai voulu trouver une alternative à ce statut. Moi, je trouve qu'il est bien et il a apporté à un moment donné ce que j'avais besoin. J'aime pas du tout critiquer mes concurrents parce que je pense que la Smart a apporté ce dont certains artistes ont besoin. Mais non, pour des indépendants... parce que pour moi, un artiste, de manière générale, fonctionne comme un freelance. Et je pense que le statut qu'on a octroyé d'intermittent du spectacle ne fonctionne pas toujours avec ce système de freelance. Et donc, du coup, j'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé. Et puis, je me suis dit, je vais essayer de créer une alternative. Et je me suis un peu beaucoup basé sur les bureaux d'avocats. Donc, c'est-à-dire que je pouvais être indépendant seul. Le problème, c'est qu'il y a toujours le risque, tout repose sur toi quand tu es indépendant. Il n'y a pas de personne morale pour te protéger. Voilà, on peut rentrer plus en détail là-dedans s'il faut, mais c'est l'idée. Et en fait, je me suis dit, je vais ouvrir ma société. J'avais 24 ans, donc c'était un peu... voilà. Et je me dis, bon, ok, je vais ouvrir une société, je vais foncer, alors que j'avais que dalle revenu, quoi. Et là, en fait, j'ai vu les frais que ça engendrait et tout ça, et je me suis dit, putain, c'est quand même con. Et je me suis dit, je vais trouver une alternative à ça, et en fait je vais ouvrir une société coopérative où en fait on va tous pouvoir bénéficier de structures, mais être indépendant et fonctionner comme des freelances. Et donc c'est un peu là qu'a démarré l'idée, avec plein d'erreurs au départ, mais l'idée de base c'était vraiment ça. Et donc c'était à la fois trouver une solution pour moi, pour mes professeurs, parce que moi j'étais dégoûté, je payais les profs, j'étais une des écoles qui payait le mieux ses profs en termes vraiment ce que ça me coûtait, quoi. Et en fait au final quand je voyais ce qu'ils gagnaient, je me dis en fait ils ont intérêt à pas rester chez moi et à partir en académie. Et donc là, je me suis dit, ok, go, j'y vais. Et donc, j'ai lancé le projet un peu comme ça, en demandant d'abord à des amis, copains, de gérer leurs revenus, en me disant, ok, tu me dis si je fais pas bien, de tester un petit peu, parce qu'entre gérer ses revenus et ceux des autres, c'est quand même pas la même pression, surtout quand on parle d'argent, même ses meilleurs amis, faut faire gaffe. Et du coup, j'ai mis un mécanisme en place avec des Excel, avec des feuilles. Bon, certes, ça me prenait un temps de fou. Et puis,
J'ai vu que ça marchait, et puis j'ai ouvert la coopérative, et puis l'aventure a démarré. Trop bien. Mais encore une fois, comme ton expérience sur scène, tu pars vraiment de quelque chose qui t'est arrivé pour trouver une solution et l'offrir aux autres, quoi. Oui, c'était pas prévu au départ. Surtout que j'avais pas spécialement de compétences comptables, fiscales ou quoi que ce soit. C'est plutôt que j'ai toujours eu une facilité avec les chiffres. Je pense que je comprends assez bien la logique. Enfin, je suis quelqu'un de logique, je dirais. Et du coup, en fait, naturellement, j'ai jamais fait confiance aux comptables, avocats et compagnie. Non, c'est pas vrai. Je m'y suis toujours intéressé. C'est-à-dire que je détestais qu'on fasse quelque chose pour moi sans le comprendre. Voilà. Mais donc voilà, j'en ai pas fait confiance. Et donc du coup, j'essaie de comprendre. Et au final, je me suis pris à l'amour pour la fiscalité parce que j'ai remarqué que c'est une sorte de savoir qui est un peu caché, un peu comme faisaient les nobles à l'époque et l'Église, où ils cachaient un peu le savoir dans des phrases très très compliquées, pour qu'en fait le peuple reste le peuple et que les nobles soient un peu au-dessus. Et franchement, la fiscalité belge, ça me fait trop penser à ça. C'est hyper compliqué, alors que dans le fond, c'est très très simple. C'est des plus et des moins à mettre au bon endroit et à mettre dans la bonne catégorie. J'ai même halluciné sur en fait les directions que tu peux prendre. Pour la même chose, en fait, tu peux le justifier d'une manière totalement différente ou d'une autre, et qu'en fait, le principal, c'est emporter l'intime conviction et que ce soit lié à ton activité professionnelle. Le reste, c'est juste des cases à placer et on laisse faire ça aux professionnels. Et donc voilà, en fait, je me suis un peu intéressé à ça, à la fois par les rencontres que j'ai fait, à la fois par les recherches que j'ai fait, et puis du coup, Artisium a pu grandir parce que je suis devenu un peu plus compétent dans l'optimisation des revenus. Justement, pour expliquer aux gens qui écoutent, Artisium, c'est quoi concrètement? Donc Artisium, c'est une coopérative en fait qui permet aux artistes de on peut dire d'avoir leur propre boîte, donc d'avoir une structure qui les protège, une structure qui leur permet d'être dirigeants d'entreprise et donc d'avoir tous les avantages entre guillemets d'un dirigeant d'entreprise. Donc du coup, c'est-à-dire d'optimiser leurs revenus, de déléguer tout ce qui est lié au contractuel, tout ce qui est lié à l'administratif. Pour pouvoir se concentrer uniquement sur son art. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en place, parce que j'ai le nombre de génies que j'ai rencontrés, mais vraiment des génies, quoi, des gars, on les voit sur un tournage ou des musiciens extraordinaires, et dès qu'on parle de chiffres, on a l'impression que c'est voilà, ou contractuel, que ça leur fait peur. Pas tous, mais je dirais que c'est quand même une majorité. Et du coup, voilà, on a vraiment créé cette structure en se disant, ok, il faut les aider au maximum et essayer d'apporter le meilleur service là-dedans. Donc vraiment 100% de ton art. Allez, on va dire c'est faux parce que si on va dire que je suis un vendeur de tapis, mais on va dire 90% de ton art, 10% administratif. Plutôt que si t'es en société seule, ça devient vite du 50-50. Et donc voilà, on continue d'améliorer la coopérative pour être tout à fait honnête, parce que ça évolue. Voilà, grandes ambitions, grand budget, et du coup, voilà, je dois un peu répartir la manière dont j'améliore la coopérative, et c'est un peu une évolution continue. Mais voilà, là on commence à arriver quand même à une chouette step, mais voilà, il y a encore plein de choses qui vont arriver. Comment t'expliques justement cette peur des chiffres et des finances, etc. pour les artistes, les créatifs? Bon, c'est difficile parce que je suis pas non plus si proche de ça que de tous les coopérateurs, en tout cas de ceux que j'ai connus et d'une artiste aussi avec laquelle je travaille. C'est en fait, ça les intéresse pas. Je sais pas si c'est vraiment une peur ou si c'est plutôt j'ai pas envie de m'y intéresser. Je dirais que la peur, elle vient plutôt du il y a beaucoup de personnes qui ont eu des mauvaises expériences, donc c'est-à-dire qui ont été indépendants, ont géré ça un peu eux-mêmes et qui n'ont pas toujours eu le service escompté, et ou qui n'ont pas fait les démarches nécessaires. C'est-à-dire que souvent quand on est indépendant, c'est quand même nous qui devons payer nos cotisations sociales, c'est nous qui devons payer notre TVA, c'est nous, donc il y a quand même des démarches qu'il faut faire. Donc le comptable, il va encoder, mais il va pas lui-même faire les paiements, lui-même faire toutes les déclarations, certaines oui, mais pas toutes. Et donc je pense que certains artistes ont pris peur parce que des amis à eux ou des choses comme ça, on se sont retrouvés dans des situations un peu délicates parce que eux n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Donc je pense que c'est plutôt ça. Et alors il y a la peur en tout cas moi dans la musique de ce que je connais, et je trouve ça d'ailleurs honteux, j'espère que ça va changer, c'est que même dans les conservatoires, j'entendais qu'on disait « Oh non, surtout pas indépendant pour un artiste, t'as craint ». Et donc je pense qu'il y a à la fois un peu j'adore la Belgique en plus, je suis un fan des Diables Rouges, mais je veux dire, c'est plutôt dans le système scolaire, l'éducation en fait. C'est indépendant c'est risqué.
Alors que moi, de plus en plus que je suis dedans, c'est pas plus risqué que le reste. Alors c'est sûr que c'est plus risqué que d'avoir un boulot, métro boulot dodo, CDI, façon de parler à la commune, ça ce serait le must. Mais si tu veux faire de l'art, que tu sois intermittent du spectacle ou indépendant, il y a pas plus de risques. Voilà, si tu rends correctement les choses et que tu essaies de les faire dans l'ordre des choses, quoi, je dirais. Artisium, c'est en 2015 que tu l'as lancé? Ouais, donc ça c'est la date où je l'ai lancé pour moi un peu. Ouais. Et puis, je dirais que la date vraiment officielle du lancement, parce que donc j'ai fait d'abord 1 an avec les amis et moi pour tester si je faisais quand même bien ça avant de me faire ça à des inconnus, les pauvres, si j'étais incompétent. Et du coup, ouais, c'est vraiment plutôt 2016-2017 le vrai lancement. En fait, c'est septembre 2016. Où là, j'ai vraiment dit, OK, les profs de la Clé de Fa, venez chez moi, je suis compétent. Et donc, ça a été mes premiers coopérateurs, puisqu'ils avaient déjà confiance, vu que j'étais leur patron de l'école de musique. Oui, c'est ça que j'allais te demander, justement. Comment t'as fait connaître le projet? Du coup, il y a à l'école, là, les premiers profs qui sont venus. Après, comment ça s'est un peu étendu? Comment les coopérateurs... Enfin, comment t'as, en fait, fait la communication de ce projet, quoi? Ça a été super dur. Je pense que les 2, si pas les 3 premières années, j'ai failli arrêter. Parce que en fait, oui, on faisait un peu du méta comme toute entreprise, on va faire des pubs Facebook et compagnie, mais ça marchait pas parce que peur de l'inconnu, peur un peu du milieu corporé. Donc Frédéric envoie une pub pour dire rentre chez moi, je vais gérer les revenus. C'était un peu nébuleux. Donc en fait, ce qui a surtout fonctionné, c'est on a eu 5 coopérateurs. Et puis, il y en a un qui en a parlé à un autre, et puis un autre. Donc, c'est vraiment bouche à oreille, quoi. Donc, je dirais que jusqu'à 25 coopérateurs, c'était que du bouche à oreille. Mais du coup, ce qui a été très dur dans cette évolution, c'est que j'étais un peu seul au départ, et puis j'ai une personne qui m'a aidé. Mais donc, on se retrouvait à 2, à devoir tout gérer. Or, en fait, on espérait, comme tout entrepreneur, avoir ton projet est génial, je vais avoir un artiste par semaine qui va rentrer, c'est la folie. En fait, parfois, on avait grand max un artiste par trimestre, parfois 0. Et donc, l'évolution a été très, très dure au début. Même si c'est facile de le dire maintenant, mais je pense que ce qui a fait que le projet est robuste. Parce que du coup, je l'ai construit step by step, en faisant gaffe étape par étape à l'essentiel, comment communiquer correctement, comment changer les erreurs que j'avais fait, enfin voilà. Donc je pense que c'est peut-être pas plus mal parce que là on le voit, donc on a eu après le Covid une explosion et c'est la façon de parler qu'on a fait quand même pas mal de petites erreurs parce que gérer beaucoup de personnes c'est pas la même chose et donc c'est maintenant qu'on a essayé vraiment d'accélérer le projet pour mettre les pansements sur tout ce qui n'allait pas. C'était pas spécialement voulu mais c'est dans la pratique qu'on le voit et là voilà, ça a été le début a été une période dure. Je pense que si j'étais pas battant, j'aurais arrêté parce que je perdais plutôt de l'argent que d'en gagner. Mais non, chaque fois que je rencontrais quelqu'un et que je parlais du projet, il me dit mais oui, c'est ce que les artistes ont besoin et donc j'étais un peu tiraillé entre OK, si les artistes le veulent, pourquoi ils viennent pas mais voilà. Donc je savais qu'il y avait un besoin, je savais que c'est ce que je voulais faire et que je voulais montrer à la Belgique, c'est hyper prétentieux mais voilà, OK, en fait, il y a une alternative et les artistes vous êtes pas obligés d'être chômeurs, on pourra en parler ça après mais moi c'est un truc qui m'énerve. Et donc voilà, ça a pris du temps mais là on y est quoi. Donc c'est bien. Et justement, pendant cette période-là, tu disais que tu perdais de l'argent. Comment t'as fait en fait pour avoir les ressources nécessaires, aussi bien financières, mais même aussi mentales, etc., pour continuer? J'ai été à Tanguy pendant un certain temps. Ouais, c'est ça. Donc j'ai été, je suis resté quand même beaucoup chez moi, à la maison. Et donc c'est ce qui m'a permis d'aider. Donc j'avais mon salaire de prof, mais qui me permettait de réinvestir une partie dans mon entreprise, quoi. Oui, c'est ça. Donc je suis resté chez maman, quoi. Donc voilà. Et comment ça se passe concrètement quand un artiste rentre dans la coopérative? Quelle est la part qu'il prend? Comment ça marche financièrement pour la personne qui est membre? Ouais, donc financièrement, je dirais déjà au niveau du statut. Donc au niveau du statut, il rentre. Il y a 2 types de statut. Il y a le coopérateur de type B. Donc ça, c'est un indépendant complet. Donc c'est un indépendant qui se met à 100% chez nous et qui va vivre de son activité. Il y a le coopérateur de type C, qui est un indépendant complémentaire. Donc ça veut dire qu'il doit avoir un mi-temps à côté et ce qui lui permet de devenir indépendant complémentaire. Donc ça, c'est un peu les 2 types de parts qu'on a. Et je dirais qu'au niveau financier, c'est assez simple. Donc lui, il s'inscrit chez nous. Nous, on s'occupe de toutes les démarches, l'inscription aux cotisations sociales, la TVA. Voilà, on s'occupe vraiment de tout à ce niveau-là. Donc je dirais que lui, il a juste à
avoir un rendez-vous avec Louise pour dire ok je rentre et signer les papiers, on s'occupe du reste. Et au niveau de la répartition, donc en fait toutes ces ventes qui rentrent, il y a toujours 25% qui va pour la coopérative et 75% qui va sur ce qu'on appelle un compte coopérateur. Le compte coopérateur, on peut comparer ça à une société, je dirais. Donc c'est-à-dire qu'il a, c'est ce qu'on appelle en comptabilité de l'analytique. Donc il a sa propre société au sein d'Artisium. Et de là, il peut se verser des rémunérations, faire des dépenses, acheter une voiture, un petit peu tout ce qu'un indépendant pourrait faire. Et donc je dirais que le mécanisme principal c'est ça. Donc il y a 25% qui part sur ce qu'on appelle le fonds de participation. Oui. Et puis il y a 75% qui va sur le compte coopérateur. Et de là, avec ces 25%, nous on paye à la fois les cotisations sociales, tous les frais fixes. Et alors, je sais pas si on en parle maintenant, mais tant qu'on est dedans, on va parler de ce fonds de participation. Il était parfois fort critiqué. Des personnes disent ouais, Fred il prend 25% de mes revenus. J'explique un peu pourquoi. Donc on paye 21% des cotisations sociales sur le revenu brut. Mais nous on est spécialisé dans l'optimisation des revenus. Donc je donne un exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de frais ou quelqu'un qui a énormément de droits d'auteur, ce qui est plus le cas maintenant mais qui était le cas à l'époque, il va se dire en fait, Fred, il paye pas de cotisation sociale pour moi. Bon, déjà, il y a un minimum, donc il faut quand même pas oublier quoi qu'il y ait un minimum. Donc, on va parler pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et en fait, même moi, je l'avais pas vu venir. Donc, d'ailleurs, c'était très dur pour la coopérative. On a dû avoir l'aide des banques et compagnie, mais vu que le projet était solide, ils nous ont suivis, il n'y a pas eu de souci. Mais il y a ce qu'on appelle vraiment le cash flow, quoi, donc le cash dans l'entreprise. Et donc, je dirais que ça, c'est ce que maintenant, on essaye de communiquer un peu plus là-dessus. C'est que je pense que la grosse valeur de la coopérative comparé à un indépendant seul ou même une société seule, c'est qu'on avance énormément d'argent. Je vais donner 3 exemples concrets. Je sais pas si spécialement ça va parler à tout le monde, mais je dirais que le premier exemple concret qui est pour moi le plus fort, c'est quelqu'un qui a une société en fin d'année. Nous, par exemple, Louise appelle, elle dit tu veux mettre un peu d'argent de côté pour l'année prochaine. Tout le monde dit oui, j'aimerais bien, comme ça je suis sûr d'avoir assez d'argent pour janvier, février. Si, imaginons, la personne laisse 2 000 €, logiquement, sur ces 2 000 €, il faut payer 500 € d'impôts. Chez Artisium, il n'y a pas ça. Mais nous, du coup, on doit, par des mécanismes financiers, essayer de s'arranger quand même pour qu'il y ait un ISOC qui soit au même niveau. L'idéal, c'est en dessous, mais ça, c'est quand même difficile, de ce qui reste sur les comptes coopérateurs. Parce que sinon, ça veut dire qu'on perd 25% sur ce qu'on a gagné. Donc, ça veut vraiment dire qu'on a optimisé le revenu à fond pour pouvoir être à zéro. Et donc, ça, c'est pas trop vivable. Et c'est quelque chose qu'on essaie de valoriser. Parce que les gens se rendent pas compte qu'en fait, il n'y a pas d'ISOC chez Artisium. Le deuxième truc, c'est l'avancement du paiement des clients. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une facture qui est émise, le jour même, l'argent est sur le compte coopérateur. Ça, de nouveau, les gens s'en rendent pas compte, mais on va dire qu'en général, des taux pour entreprise, pour un prêt, qu'on appelle, j'ai oublié le nom, mais bon, peu importe, ce qui permet de descendre en négatif, quoi. Un crédit caisse, je pense que ça s'appelle. C'est en général entre du 6,5 et du 8,5%. Donc, c'est-à-dire que l'argent qu'on avance, par exemple, pendant 2 mois, c'est une valeur. Et donc, je sais pas, moi, si le client a payé 10 000 €, nous, avec ça, on va payer les salaires et compagnie. Sur ces 10 000 €, ils sont disponibles, mais nous, on ne les a pas encore. Et donc, en fait, on essaie de valoriser ça aussi. Avant, je ne savais pas le valoriser, mais chiffrer parce que j'avais pas les chiffres, enfin, mes Excel n'étaient pas encore assez évolués. Mais donc, maintenant, on va essayer de mettre en place en disant, attention, sur l'année, je sais pas, on t'a avancé pendant 60 jours 20 000 €, ça vaut également 500 €, j'en sais rien, je dis des chiffres comme ça totalement en l'air, mais je pense que c'est important de valoriser ça parce que les gens s'en rendent pas compte, c'est que t'es seul, ton client t'a pas payé, t'as beau lui gueuler dessus, tu manges pas. Et donc chez nous, il y a quand même ce système-là, et je pense que au niveau charge mentale, enfin j'espère en tout cas, mais pour un artiste c'est important. Il sait qu'il est payé, et la coopérative permet, parce qu'évidemment il y a certains qui ont de l'argent sur leur compte, d'autres non, et donc ça permet de réguler un peu les revenus et d'avancer ça. Et le dernier, c'est l'avancement de la TVA. Pareil, donc tout le monde dit je récupère la TVA, mais le mécanisme n'est pas si simple. C'est-à-dire que nous, on rembourse directement la dépense TVAC, mais maintenant on est passé mensuel, mais avant on était en trimestriel. Donc imaginons qu'il m'encode une dépense au 1er janvier. Moi je lui rembourse, on va dire qu'il y a 1 000 € de TVA sur donc c'est une grosse dépense. Il y a 1 000 € de TVA. Moi je lui rends directement ces 1 000 € de TVA. Je déclare ça le 20 avril. L'État rembourse rarement rapidement, donc moi je vais récupérer ça presque 6 mois plus tard. Et donc en fait,
on se rend pas compte, mais j'ai avancé 1 000 € pendant 6 mois de nouveau, 1 000 € valorisé à 8%, c'est quand même une énorme valeur, quoi. Et donc, voilà, au-delà même des 1 000 €, quoi. Donc, on prendrait même pas en compte dans le calcul. Et donc, voilà, ça, je dirais que c'est des avantages parfois un peu cachés, qui nous ont fait ma mauvaise pub. Vous prenez beaucoup d'argent sur ce qu'on fait, mais c'est ça qui permet à tout le monde de s'en sortir, quoi. Donc, je sais pas si ça a été clair. Ouais, et ça offre en fait une sécurité aussi, comme tu le disais, avec le paiement notamment des clients. Ça offre une sécurité en fait à la personne, au coopérateur. C'est ça. Bon, après, faut pas faire vendre de tapis, donc ça veut dire, nous, on assure le paiement si un bon de commande qui est signé et tout est fait dans les règles de l'art. Ouais. Si un client ne paye pas et qu'il y a une facture, en général, on assume jusqu'à 100% parce qu'on a un fonds de solidarité qui est prévu pour ça. Mais non, c'est sûr que si le coopérateur a fait une erreur ou il y a quelque chose qui va pas dans la démarche, à un moment, on va devoir... C'est rare qu'on les fasse à 100%, mais voilà, on va devoir quand même dire... Bon, Coco, cette partie-là, c'est quand même de ta faute, donc on peut pas non plus... T'as hésité avec ta facture de 10 000 €. C'est pas toujours des moments chouettes, parce qu'on discute d'argent, parfois la personne manque d'argent, donc c'est pas évident, mais c'est ce qu'on est obligé de faire évidemment pour garder la stabilité de la coopérative, parce que si on donne trop, à un moment il y aura plus pour même ceux qui travaillent, et ça craint. Voilà, c'est un peu le principe des richesses en Belgique, quoi. C'est ce que l'État essaie de faire et le fait très mal, mais voilà, on donne, mais à un moment il faut que ça rentre. Et donc voilà, moi j'essaie de trouver cet équilibre entre sécurité pour ceux qui en ont le plus besoin et stabilité financière de la coopérative. Et ça, pas toujours évident. Voilà. Et ces 75-25%, c'était ces chiffres-là dès le début. Comment tu t'as réussi à les déterminer? Comment je les ai déterminés? En fait, au tout départ, je voulais être concurrentiel par rapport à Smart. Et donc, je me suis dit, à l'époque, c'était plutôt 21. Maintenant, on est presque à 22 pour les cotisations sociales avec les frais et compagnie. Mais voilà, on va dire 21, on s'en fout. À l'époque, la Smart était à 6,5%. Je me suis dit, en me positionnant à 4, pour celui qui optimise pas, donc pour celui au qui je vais faire mal mon métier, je vais juste envoyer les factures, pas du tout optimiser les revenus, en fait j'aurais pris moins que la Smart. Donc en fait il avait déjà un intérêt de venir chez moi. Je te dirais qu'au début c'était un peu commercial. Évidemment j'ai mis dans les business plans que ça fonctionnait dans mon système, mais donc à la base c'était vraiment ça, essayer d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux gros concurrents. Et puis en fait j'ai remarqué que je pouvais augmenter énormément ma marge en faisant bien mon métier. Et donc c'est là un peu qu'on a trouvé le développement de la coopérative en se disant, parce que clairement avec le service qu'on a, avec du 4% on vit pas, donc c'est impossible. Et donc je dirais si on calcule de manière un peu plus précise, notre marge est entre 4 et 17%. Ouais. Donc voilà, 17%, ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est parce qu'on a super bien fait notre métier. Et en fait, c'est ça que j'adore à Artisium, et qu'en fait, à la limite, c'est ceux chez qui on a pris le plus qui sont le plus contents. C'est hyper paradoxal, parce que le gars qu'on a pris 17%, c'est qu'on a optimisé à mort ses revenus. Et donc, en fait, oui, on a gagné plus, mais on a fait encore mieux notre métier. Et donc, en fait, ça ne pose pas de problème. Alors, je fais une petite parenthèse. On est en train de régler ça pour ceux qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, parce que c'est sûr que 17% de 70 000 € ou 17% de 250 000 €, c'est pas la même chose. Et donc c'est sûr que là on est en train de préparer une limite à partir duquel la coopérative ne prend plus. Okay. Donc voilà, pour essayer d'avoir l'objectif je sais pas si je le dis, on s'en fout. L'objectif pour que la coopérative tienne, c'est d'avoir une moyenne en fait de 5 000 € par an par coopérateur. Okay. On a mis ça un peu là de nouveau, il faut être concurrentiel, donc il faut comparer une société. Et quand on compare les frais qu'on a dans une société seule, on y arrive très 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 vite, en sachant qu'on fait tout soi-même. Donc on ne valorise pas le temps passé à. Ouais. Et donc voilà, ça certains s'en foutent, mais moi je trouve ça hyper important de se dire. Le soir, tu peux profiter avec tes enfants, plutôt que devant encoder tes trucs, remettre au comptable, de nouveau charge mentale, etc., etc. Donc, je pense que c'est un peu ça notre grosse force. Et donc, pour que les gens comprennent, il y a vraiment Artisium, du coup, c'est le seul interlocuteur. Tu n'as pas besoin de quelqu'un, justement, pour ta comptabilité, etc. C'est vraiment... Oui. T'as pas besoin d'assistant, admin... Oui, non, c'est ça. Donc on a vraiment, donc c'est l'équipe admin en tout cas qu'on appelle. Et puis c'est sûr que nous on délègue parce que voilà, on n'a pas une fiduciaire en interne. Mais l'idée en tout cas c'est ça, c'est que nous on puisse comprendre le besoin ou comprendre le problème ou etc. Souvent c'est les problèmes malheureusement. C'est ce que je dis toujours aux collègues. Je dis
vous inquiétez pas non plus quand il y a un coup de fil, parce qu'en fait, général, quand on appelle, c'est rarement pour dire ouais, tout va bien, je t'adore et compagnie. Ouais. Mais quand on appelle un service c'est un problème, donc c'est normal qu'il faut gérer des problèmes. Mais donc oui, l'idée c'est qu'on appelle Artisium et que nous on essaie de régler le problème. Et puis parfois on met évidemment en relation avec l'expert parce que c'est plus facile. Je donne un exemple, s'il y a un litige, c'est sûr qu'à un moment l'expert va vouloir parler avec la personne qui a subi l'accident, etc. Si par exemple on fait dossier de droit d'auteur, il est hyper important, surtout que maintenant c'est très artistique, donc qui rencontre l'artiste pour comprendre pourquoi il a droit d'auteur, etc. Voilà, de manière générale, on essaie de recevoir la demande au maximum, de limiter le travail et puis si besoin d'envoyer vers l'expert, quoi. Et tu parlais tantôt de la Smart. Comment, au début, comment communiquer pour se positionner face justement à des concurrents pareils comme la Smart, comme Amplo aujourd'hui? Oui. Comment tu te positionnes? Comment t'as positionné Artisium? En fait, ce qui est hyper cool, c'est qu'on pourrait presque dire que c'est un concurrent direct. Parce qu'en fait, on fait pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que eux, ils utilisent un système d'intermittent du spectacle, donc d'employés, qui permet d'avoir, je dirais, eux, leur grosse force, c'est de pouvoir cumuler des contrats d'employés lorsqu'ils travaillent et le chômage. Du coup, sans optimisation des revenus. Nous, c'est différent. Donc, on prend l'artiste dans sa globalité, on prend l'ensemble de ses revenus, vraiment tous ses revenus, pour lequel on essaye d'avoir de créer un peu une osmose d'optimisation fiscale et de gérer l'ensemble. Donc, je dirais que déjà au niveau du statut et des revenus, c'est pas du tout le même fonctionnement. Et alors, au niveau du service, je pense qu'on offre beaucoup plus de choses. Donc chez nous, on peut avoir un véhicule de société, on peut avoir une camionnette, on peut vraiment fonctionner comme un indépendant. On a des avantages, voilà, chez certains partenaires, etc. On vend également des assurances. Au tout début, on a changé un peu ça sur le site parce que ça faisait un peu brouillon, mais il y avait un peu le côté protection. Et donc protection, ok, il faut bien remettre les documents, il faut optimiser les revenus, etc. Mais il faut surtout protéger l'artiste. Et donc on a mis en place tout un système d'assurance. Bon, exemple, le revenu patron, en fait, qui permet, si tu as vraiment quelque chose qui t'arrive dans ta vie, tu es indemnisé, comme le chômage, entre guillemets. On a des assurances vraiment liées au matériel pour pouvoir protéger. Enfin voilà, je ne veux pas citer toutes les assurances parce qu'on s'en fout, mais l'idée c'est vraiment de se dire, ok, plutôt que juste prendre ses revenus, prendre notre marge et basta. En fait, on s'est dit, ok, comment aussi prévoir les problèmes qui pourraient arriver. Et ça, j'avoue que moi, je suis un peu obsédé par ça, de se dire, ok, il pourrait arriver ça, il pourrait arriver ça, il pourrait arriver ça. Pareil au niveau des contrats, il y a certains coopérateurs qui nous envoient leur bail, qui nous envoient leur contrat. C'est de prévoir, ouais, mais attention, si tu mets pas ça, ça veut dire que, je donne un exemple très concret, parfois certains artistes pensent pas, donc ils vont donner l'exploitation de leur image. Voilà, boum. Je dis, bah non, ça tu peux pas faire. Il est marqué que tu fais des visuels pour les réseaux sociaux. Tu notes bien exploitation pour les réseaux sociaux. Si un jour, la personne revient et veut en faire un film, il doit te repayer. Et donc voilà, c'est déjà arrivé ce genre de choses. Et donc, bon, c'est pas un drame s'il le fait, mais l'avantage, c'est qu'on a protégé l'artiste et ses revenus. Les assurances, c'est pareil. Si à un moment, il y a quelqu'un qui a un accident, il perd tout son matériel, il sait plus travailler. Et donc, en fait, c'est presque de l'optimisation des revenus. En tout cas, c'est de la couverture de revenus. Être bien assuré, pour moi, c'est aussi pérenniser son métier, quoi. Et donc, on essaye. Au tout début, on le faisait pas parce qu'on était très mauvais là-dedans et qu'on n'avait pas les capacités, parce que maintenant, on est quand même plus grosse structure que quand j'étais seul aux commandes. Mais maintenant, on a les capacités aussi d'aider et de prévoir ce qui pourrait arriver. Et je dirais que je rajoute encore une couche, c'est que on a l'expérience dans maintenant quand même beaucoup de domaines. Et donc, on sait à quoi un photographe va faire gaffe, un DOP, un réalisateur, un tatoueur. Il y a un truc d'ailleurs qui est horrible pour les tatoueurs, c'est vraiment assurer un tatoueur, c'est très compliqué. Donc en fait, la plupart des tatoueurs ne le font pas, mais quand un tatoueur va fonctionner, il doit absolument se décharger par rapport au client, parce qu'en fait, étant donné qu'il touche à la peau, c'est hyper particulier, hein, je sais pas si ça va intéresser quelqu'un, mais étant donné qu'il touche à la peau, en fait, ils ne peuvent pas être assurés s'il y a des problèmes de santé à la personne après. Ah, oui. C'est hallucinant. Aucun assureur ne veut parce qu'il y a eu trop de problèmes. Parce qu'évidemment, ils sont ni infirmiers, ni médecins et compagnie. Et donc voilà, donc c'est toutes des choses comme ça auxquelles il faut penser, mettre en place. Et je pense que voilà, c'est un domaine d'expertise pour donner un exemple. Mais je pense que malheureusement, quand un de nos coopérateurs a eu un problème, ça va donner de l'expérience aux autres. On a un de nos coopérateurs qui a eu
Ben voilà, c'était un peu horrible, mais bon, il a eu un grave accident de moto, il partait en tournage. Au-delà du fait qu'on était content qu'il aille bien et que là il va bien, il continue à travailler et compagnie, en fait il a eu un creux énorme de revenus et en fait ça on sait pas le prévoir et en fait au moment où ça arrive c'est trop tard. Et donc c'est là par exemple où je parlais de cette assurance patron qu'on a mis en place. On s'est dit bah c'est quand même con, le gars gagnait bien sa vie, ça fonctionnait et du jour au lendemain on doit l'appeler tous les jours en disant ton compte coopérateur est en négatif, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, etc. Alors que le gars il en peut rien, en fait il est juste tombé à moto quoi. Et donc voilà, je trouve ça dommage. Et donc là par exemple voilà, c'est malheureusement le malheur d'un a créé l'assurance patron. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc je dirais que ça c'est peut-être aussi une force d'être en coopérative, c'est qu'on bénéficie du malheur des autres et donc de l'expérience d'Artisium, quoi. Je vais plutôt parler d'expérience d'Artisium, c'est plus beau. Ouais, et toi, enfin même l'équipe, en fait, vous êtes sans cesse en train de développer justement votre expertise, vous informer parce qu'il y a, c'est continu en fait d'apprendre pour faire face à tous ces problèmes dont tu parles. C'est ça, oui. On serait prétentieux de dire qu'on connaît tout. On essaie de prévoir parce que c'est notre métier, mais on peut pas tout prévoir. C'est plutôt que quand il y a un problème qui arrive, soit ben voilà on règle le problème et voilà ou comme certaines entreprises on fait l'autruche, voilà. Soit on essaie en interne de trouver des solutions. Et j'avoue que c'est pas bien, mais moi je suis plus dans l'administratif tout ça. J'ai des personnes exceptionnelles qui gèrent ça pour moi. Et du coup, en général quand on m'appelle c'est qu'il y a un problème. Et là plutôt que me dire il y a un problème, voilà comment le régler, on essaie de dire ok on règle le problème et puis on essaie de trouver comment ce problème ne pourrait plus arriver. Voilà. Et j'avoue que moi c'est la partie qui m'excite un peu quoi. Enfin c'est parce que du coup c'est un nouveau projet dans Artisium. Ouais. Quoi. Justement, ton équipe, comment tu l'as construite? Quels sont les profils que tu as recherchés au début? Enfin, quelles sont les premières personnes qui t'ont rejointe? Et puis aujourd'hui, combien vous êtes? Et voilà, quelles sont les expertises différentes? Ça c'est un truc de malade parce qu'en fait, attention parce que les pauvres, mais de manière générale, personne n'a d'expertise. En fait, j'ai eu un peu la chance je dirais que l'aventure a vraiment commencé avec Louise, où j'étais qu'une personne à l'époque avec qui ça s'est super mal passé, mais voilà, certes on s'est séparés, elle a décidé de travailler ailleurs, et donc je me suis vraiment retrouvé seul, mais au moment en plus où Artisan commençait un peu à fonctionner. Et en fait à l'époque Louise était prof de musique à la Clé de Fa, donc à mon école de musique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était le moment du Covid. C'était un peu le drame. Et donc moi, à part développer, mais dans mon imagination, il y avait plus rien, il y avait plus de tournage et tout. Donc c'était le moment de développer. Et donc j'ai écrit un peu tout un plan sur la vision que je voulais d'Artisium. D'ailleurs, ça me ferait rire de le relire maintenant parce que je sentais qu'il y a plein de bons trucs, mais que tout a bien évolué. Ouais. Mais et là en fait, elle est venue me trouver. Elle me dit voilà, comme tu sais, je suis pro de piano, mais voilà, moi ça m'intéresserait d'avoir un peu un boulot à côté et compagnie. Je sais que la personne est partie. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Parce que moi j'ai lu ce que tu avais comme ambition du projet et j'ai envie de travailler avec toi. Et du coup. C'est parce qu'on parlait de compétences. À ce moment-là, elle était prof de piano, donc elle avait pas de compétences. J'aime pas le mot parce que ça veut rien dire les compétences, mais en tout cas, elle avait pas de diplôme, on va dire. Et on a discuté un petit peu comme moi, je lui ai dit, moi j'ai tout appris sur le tas. Est-ce que t'es prêt de tout apprendre sur le tas? Et puis en fait, elle m'a demandé en démarquant et je lui ai dit demain en rigolant. Je pense qu'elle a démarré la semaine d'après. Et puis voilà, on a lancé en fait l'aventure comme ça. Donc je dirais que ça a été ma première belle relation professionnelle. Et en fait ça s'est beaucoup fait comme ça. Donc la deuxième personne qui est arrivée, c'est un des coopérateurs qui m'a demandé qui m'a dit oui mais il faudrait on a parlé à l'assemblée générale qu'il fallait développer Artisium, que tu cherchais un commercial. Je déteste le mot commercial, mais voilà, entre guillemets, recruter des coopérateurs. Et un ami à lui était chanteur, avait fait l'IAD et compagnie. Et donc je dis, trop bien, il va un peu comprendre les artistes et compagnie. Et donc lui est rentré dans l'aventure. Ensuite, j'ai enlevé tous les bons pros de piano de mon école de musique, mais donc il y a Baptiste qui était pro de piano également à la Clé de Fa. Et qui a qui a commencé à bosser pour moi aussi parce qu'il s'intéressait énormément à tout ce qui est visuel. Quand quelqu'un comme ça pour une coopérative d'artistes, c'est logique qu'on ait besoin d'avoir des beaux visuels et compagnie. Donc l'aventure a un peu démarré. Bon, finalement, c'est plutôt Monsieur je touche à tout. Trop bien. Mais voilà, donc de nouveau de base, il n'a pas spécialement de compétences. C'est juste que je sentais qu'il avait le talent. On a démarré. Et en fait, beaucoup s'est fait de bouche à oreille. Une autre personne que j'ai engagée, c'est ma belle-sœur qui venait d'être maman. Et qui...
demande ouais, une copine peut venir. Elle habite Paris. Et donc, elle dit, une copine peut venir quand je viens chez vous, comme ça, elle voit le bébé. Je dis, oh, oui, ok, pas de souci. Et donc, c'est là où j'ai rencontré une personne qui a été danseuse toute sa carrière et qui avait besoin d'un autre métier en plus. Et là, quand je lui ai parlé de la coopérative, ça avait vraiment complètement du sens. Et une autre personne, en fait, c'est la sœur de Louise. Je me suis retrouvé dans une situation à un moment donné où Louise est partie en congé maternité. Et moi, sans Louise, je suis pas grand-chose, ça craint. Et du coup, à ce moment-là, bon, ça tombait plus ou moins bien. Elle l'a remplacé. L'aventure a démarré. Mais donc, je dirais beaucoup de bouche à oreille. Après compétences, parce que c'est quand même des compétences. Donc moi, ce que je cherche, c'est des gens autonomes, qui sont prêts à apprendre plein de choses. Parce qu'en fait, c'est un peu le principe. Parce que même on développe des projets, il faut s'intéresser. Donc, si tu restes dans tes carcans, ça sert à rien. Et donc, ouais, je pense que ce que je recherche, c'est la motivation, l'autonomie. Et alors, j'aime bien que la personne ait quand même un lien avec le milieu artistique, pour pouvoir comprendre et communiquer correctement. Et puis après, voilà, il y a eu de tout. Il y a des personnes où finalement leur compétence ou leur autonomie ne m'a pas plu, on s'est séparés, voilà, certes, et d'autres avec qui ça a matché. Mais donc à ce niveau-là, je fais pas de recrutement traditionnel, je vais plutôt au cœur. Je me dis, ok, la personne là, elle me plaît, elle a l'air motivée. Moi aussi, je savais pas jouer de guitare au départ quand j'avais 16 ans. Et finalement, j'ai fait la musique. Ben, en fait, voilà, c'est ça. Le but, c'est de vouloir apprendre et de démarrer. Donc, je pars plutôt là-dessus, plutôt sur l'aspect humain et motivation. Donc voilà. Et donc et alors, j'insiste quand même, du coup, pour tout ce qui est expertise, on a nos experts. Donc c'est pas une danseuse qui gère l'optimisation des revenus, on est bien d'accord. Mais je veux dire, c'est dans les gens qui travaillent vraiment en interne, c'est plutôt ça. Et donc aujourd'hui, c'est combien d'employés dans Artisium? Moi, je dirais qu'ils travaillent pour le projet parce qu'il y a un peu de tout, mais donc on est Maud, Morena, Louise, Baptiste, PE. Pour le moment, on est 7. On fait les 7, ouais. Et ça va du codeur à la directrice Louise. Voilà, il y a un peu de tout. Ça te fait quoi aujourd'hui, du coup, d'avoir construit comme ça une équipe, d'avoir, tu vois, fourni tous ces services aux coopérateurs, aux artistes, mais aussi donner du travail, en fait, à 7 personnes, à une équipe de 7 personnes. T'es fier de ce parcours, de ce projet? Oui, hyper. Ce que je suis encore le plus fier plutôt, c'est que j'essaye, et j'espère qu'ils ne me contrediront pas, mais qu'il y ait une ambiance de folie au bureau. Donc c'est-à-dire que moi je pars toujours du principe qu'on voit presque plus ses collègues que sa femme, ou que son mari, mais donc c'est un peu paradoxal, mais c'est vrai, en tout cas plus que sa grand-mère. Et du coup, je trouve que c'est hyper important d'être bien au bureau, et d'essayer de trouver, en fait, je pense que j'ai réussi à trouver une belle osmose entre on travaille dur à certains moments et on se donne tous pour le projet, mais il y a personne qui vient avec les pieds de plomb et on s'amuse bien. Et je pense que ça, c'est aussi, voilà, je suis plutôt fier de cette ambiance qu'on a mis au sein de l'équipe et de savoir que toutes les personnes qui sont là sont contentes de travailler et ne viennent pas juste pour gagner leur vie. Parce que ça, moi, j'aurais du mal de me dire... ils viennent pour travailler, mais en fait, c'est juste mes employés. Façon de parler, je détesterais d'avoir une usine avec des ouvriers à la chaîne qui font des gervais. Certes, je donnerais peut-être du boulot à 100 personnes, mais je suis pas sûr que ça me plairait. Là, ce que je suis content, c'est que je pense que tout le monde est heureux d'être là, et du coup, ils me le rendent bien aussi. Donc, je pense que c'est plutôt ce partage-là qui est chouette, de donner un boulot et un chouette style de vie aux personnes qui travaillent pour moi. Et toi, ça ressemble à quoi ton quotidien aujourd'hui? Tu vois, parce que tu disais, ton rôle a évolué aussi au sein d'Artisium. Aujourd'hui, concrètement, ça ressemble à quoi? Moi, je fais plus rien. Non, en plus, c'est presque vrai, mais moi, je suis que dans le développement et dans la gestion des problèmes. Donc, j'ai vraiment eu la chance que là, j'ai mon équipe qui est vraiment au top, et donc moi je suis plutôt dans la prise de décision, les réunions, c'est pour ça que je prends un peu de beach, je fais quand même pas mal de resto. Mais oui, c'est plutôt ça. Je pense que c'est dans la gestion. Donc évidemment, quand il y a des problèmes, je dois être là, je dois être présent, que ce soit des problèmes internes ou que ce soit des problèmes par rapport à un coopérateur ou un problème de structure. Et alors, c'est plutôt dans le développement. Et du coup, ça marche assez bien parce que je peux le faire quand je veux. Et étant donné que j'ai plusieurs casquettes, ça me permet de, au grand bonheur de ma famille, mais parfois travailler le soir, parfois le matin, parfois l'après-midi, parfois le week-end. J'adapte un petit peu. J'ai un projet, je le fais. Et quand j'ai fini, je passe à un projet, quoi. Et cet esprit entrepreneurial, tu crois qu'il te vient d'où?
Comment tu peux l'expliquer? Je pense que ça vient clairement de mon père. Bon, du coup, je vais raconter son histoire, il sera content. Mais donc, lui était professeur de gymnastique. En même temps que ça, il a lancé des stages sportifs. En même temps que ça, il a lancé une agence de voyage. Et puis finalement, il s'est spécialisé dans la classe de neige. D'ailleurs, je reprends la structure à partir du 1er juillet. Et donc, je pense que oui, ce côté un peu entrepreneur, je l'ai de lui. Ouais. Mm-hmm. Oui, parce que t'as aussi, tu bosses aussi avec une artiste, Olivia Stone. Tu aimes bien que les choses bougent, en fait. Enfin, t'aimes pas être dans justement un truc un peu plan-plan, métro boulot dodo dont tu parlais. T'as besoin ouais, que les choses bougent dans ton quotidien, dans ton métier. Ouais, disons que je déteste la routine. Pas pour rien que je suis indépendant. J'adore relever des défis. Et je m'intéresse beaucoup aux choses. Mm-hmm. Oui, donc je gère une artiste. Comment je me suis lancé là-dedans De nouveau, en fait, c'était pendant le Covid. Donc moi, j'avais mes groupes et tout ça, mais j'avoue que ça commençait à être un peu... maintenant, je suis papa. Et donc voilà, j'avoue que les concerts, mon propre projet, surtout que ça fonctionnait pas très très bien. Ça m'attirait un peu moins, mais je voulais garder un pied dans la musique. Et donc je sais pas comment c'est venu, mais donc pendant le Covid, j'ai décidé un peu d'apprendre avec un ami comment gérer Ableton, comment créer une prod. Du coup voilà, enfin j'ai commencé à faire ça. Parallèlement à ça, vu que je pense que j'ai les compétences d'un manager, parce que je gère des équipes et parce que avec toutes mes compétences fiscales, contractuelles et compagnie, voilà, un manager sert quand même beaucoup à ça aussi. En fait, j'ai suivi une petite formation de manager d'artiste, et en fait ça m'a beaucoup plu. Et donc vu que je faisais à la fois de la prod et que je pense que j'avais les compétences pour manager un artiste, je me suis dit je vais rappeler des anciennes élèves. Donc j'ai testé avec 2-3 élèves, on a enregistré des trucs vraiment sans contrat, sans rien, c'était vraiment pour s'amuser quoi. Et en plus grâce à ça on avait l'autorisation pendant le Covid vu que c'était du professionnel, donc on pouvait se voir, donc au moins je voyais des gens. Donc c'était cool. Je pars un peu dans tous les sens, mais oui voilà, donc on a structuré ça comme ça. Et puis là ça a rien à voir, mais en fait à ce moment-là une de mes anciennes élèves m'a contacté parce qu'elle devait signer un contrat avec un label français, et je pense que je m'entendais bien avec ses parents, et donc je pense que ses parents ont dit ouais t'apparaît quand même pas Fred pour vérifier le contrat. Alors qu'à l'époque j'étais son prof de chant. Je sais pas comment ils sont tombés sur moi, mais bon certes voilà, ils avaient confiance en moi, ils m'ont dit ils connaissent certainement le milieu de la musique. Et c'était vraiment marrant parce qu'ils m'ont appelé au moment où je commençais la prod et au moment où je venais de terminer la formation de manager d'artiste. Donc je dis c'est quoi ce truc, et je dis signe surtout pas ce contrat. Et j'étais vraiment pas comme ça, donc c'était vraiment un contrat honteux quoi, comme la plupart des artistes m'ont signé. Enfin c'était genre donne ton âme au diable et même si tu réussis tu vivras dans la rue quoi. Je caricature un peu mais c'est vraiment vrai. Et donc du coup en fait je lui ai dit moi je te conseille de pas signer ce contrat, mais je la sentais t'es motivé, mais si tu veux on peut tester un truc. Donc ça veut dire je te demande pas d'arrêter ta carrière et voilà, je te dis juste essayer un autre truc de manière saine quoi. En fait on essaye, si ça tombe tu vas détester ce que je fais parce qu'en fait moi je commence donc je suis peut-être totalement incompétent, mais essayons quelque chose quoi. Et en fait voilà, l'aventure a démarré, on est devenus même super amis alors que voilà, elle a 24 ans, j'en ai 38, mais je veux dire on est hyper proches quoi. On a un peu la même mentalité de fonceur, et du coup ouais en fait au-delà de la musique on a créé une structure ensemble, on prend les décisions ensemble, et donc voilà, je pense que j'ai créé quelque chose de sain avec elle dans la musique, et c'est là que l'aventure a démarré. Notre premier single en anglais encore à l'époque sous son ancien nom est passé sur Énergie, c'était un truc de fou. Grâce à un DJ avec lequel on travaillait qui était introduit, enfin voilà, donc là on s'est dit ok American Dream, c'est parti. Et puis j'ai été bluffé de son talent. Là j'ai dit ok, si elle a pas sa place dans le milieu de la musique, il y a vraiment un problème parce que voilà en termes de donc moi j'étais déjà fort à l'époque dans tout ce qui est des top lines, sauf que moi je savais pas écrire, donc moi c'était je faisais ça très très bien, et en général il y avait un guitariste qui écrivait toutes les paroles pour moi derrière. Et elle, j'ai été bluffé à quel point elle sait faire ça, mais elle sait écrire en même temps, quoi. Mais donc c'est monstrueux. Vu que moi j'étais pas rapide, j'avais même pas le temps de terminer, qu'elle avait déjà tout le couplet, quoi. Donc
Et donc voilà, ça a été confirmé avec d'autres producteurs bien plus compétents, enfin en tout cas beaucoup plus d'expérience que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a vraiment été confirmé. Et voilà, l'aventure a démarré. On a signé avec Warner France. On est passé en radio. Et puis voilà, je dis pas qu'elle en vit encore, mais en tout cas, voilà. Quand je vois comment c'est galère pour les artistes, en tout cas, on a déjà fait un beau parcours là maintenant, quoi. Ouais, justement, c'est encore aider une artiste comme tu le fais avec Artisium, comme tu l'as fait avec la Clé de Fa. Finalement, c'est un peu ça le point commun entre tous tes projets. Oui, après aider, ça fait un peu père Damien. Oui. Mais oui, ça c'est. En fait, c'est aider, c'est plutôt avoir un projet commun. Parce que j'ai quand même clairement l'intérêt, parce que moi, de un, je prends du plaisir, je compose, et je veux dire, si ça fonctionne, j'ai quand même un retour financier. Donc dire que j'aide, j'aime pas trop, parce que ça fait un peu, ce serait un peu mentir, mais en tout cas, c'est plutôt une basse scène. Tu vois, c'est, je donne l'exemple de, un artiste, il est seul, il signe avec son producteur, le producteur va prendre blindé, l'éditeur va prendre blindé, le manager va prendre blindé, le booker va prendre blindé. Et donc c'était plutôt créer quelque chose de sain où les deux vont s'y retrouver. Et là, on peut peut-être faire le lien avec Artisium, parce que mieux je fais mon boulot, j'optimise ses revenus, plus je gagne, plus il gagne. Et là, c'est un peu pareil, je dirais, dans le fonctionnement. Bon, ça a ses défauts aussi, parce que c'est pas toujours facile non plus de, entre guillemets, c'est moi qui ai certaines compétences et qu'entre guillemets je lui offre gratuitement. Mais je sais pas, en fait, je trouve ça beaucoup plus sain dans le milieu de la musique, même si, avec du recul, donc en voyant d'autres artistes, je pense pas que c'est faisable avec tout le monde. Donc je comprends aussi qu'il y a certaines structures qui doivent un peu plus eux trancher, eux pas être d'accord avec l'artiste, parce que voilà, je pense que tous les artistes sont pas toujours alignés avec ce qu'il faut et dans la réalité des choses surtout. Où à un moment ça reste un business et qu'à un moment il faut le vendre, quoi. Elle déteste quand je dis ça, mais je dis tu es un produit, et c'est un peu vrai. Donc voilà, je pense qu'il faut ouais, la musique est un milieu quand même très particulier. À la fois j'adore et à la fois je déteste, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est un milieu où il y a très peu d'opportunités. Je trouve qu'il n'y a pas toujours les bonnes personnes au bon endroit, les personnes assez compétentes, je trouve, voilà. Et alors, c'est parfois malsain pour les artistes, mais de plus en plus. Donc, façon de parler, au tout début, j'étais un peu contre les éditeurs, contre les producteurs, contre les managers, parce que je dis pourquoi ils poussent comme ça. Je veux dire d'un point de vue financier, quoi. Et en fait, c'est vrai que moi vu que le milieu rapporte très peu, quand on dit qu'il prend 15%, c'est pas beaucoup, c'est logique qu'il va pousser son curseur un peu plus haut, parce que sinon il gagne pas sa vie. C'est logique qu'il y ait plusieurs artistes, parce qu'un artiste c'est pas gagner sa vie. Et donc, je pense que c'est pas de la faute des managers, c'est pas de la faute des producteurs, c'est pas de la faute des éditeurs, c'est pas de la faute des artistes. Je pense que c'est plutôt la réalité du milieu qui rapporte pas assez, et qui rend parfois ce milieu un peu bancal et je dirais insécurisant pour les artistes. Et je pense que c'est un peu ça la difficulté du milieu artistique actuel, c'est que tout le monde peut pas en vivre, et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des contrats qui sont parfois un peu moins bien signés, moins bien adaptés. Et donc si on revient donc au sujet principal que je disais, pourquoi moi c'est sain? Parce que j'ai la chance de gagner ma vie autrement. Et donc en fait je pense que ça change vraiment tout. C'est-à-dire que si ça fonctionne pas, on sera triste parce que ça fonctionne pas. Bon, pour elle, c'est autre chose, mais pour moi, mais moi, je veux dire, en fin de mois, si j'ai pas mes 15% sur le concert, c'est pas grave. Le booker, c'est grave. Le manager, c'est grave. Et donc, au tout début, j'étais un peu fâché contre ces personnes. Enfin, je dis, pourquoi ils font ça? Et en fait, avec du recul, j'ai dit, non, en fait, c'est logique, parce que sinon, eux, ils savent pas manger. Donc, c'est le même principe qu'on parlait pour Artisium. Donc, voilà. Je pense que c'est plus de la réalité du milieu. Et du coup, j'ai créé un écosystème, juste elle et moi, qui fonctionne. Mais par la chance que j'ai, de gagner ma vie autrement, quoi, je dirais. Donc, ça s'est fait naturellement. Aujourd'hui, Artisium, c'est combien de coopérateurs? Là, on est 122. Je pense. Et là, t'as vraiment tous les profils artistiques, parce que voilà, on parlait un peu, enfin, t'as un peu parlé d'artistes. On a surtout parlé de musique finalement, mais Artisium, c'est vraiment tous les entrepreneurs créatifs. Oui. Oui, c'est ça. Donc, même les techniciens, tout ça. Donc, c'est-à-dire que on a autant des personnes du milieu du cinéma, de la publicité, de la mode, donc je dirais dans le milieu de la réalisation, DOP, accessoiristes, et alors tous les dérivés, assistants cam, etc. On a tout ce qui est plutôt dans le milieu motion design, illustrateur, graphiste, etc. Dans le milieu de la musique, ingé son, musicien, voilà. Et alors on a un peu tous les métiers dérivés, enfin la photo évidemment, la vidéo, mais
En fait, c'est très difficile à dire parce que c'est vrai que d'ailleurs, sur Walking the Arts, ils ont commencé à classifier les artistes pour le statut d'artiste, etc. Je trouve que les catégories sont très bien faites. Et d'ailleurs, dans plein de catégories, ils ont mis le métier et le métier connexe. Parce qu'en fait, voilà, en fonction, je dirais, du projet, par exemple, en cinéma, c'est très, très clair. En fonction du projet dans lequel tu travailles, on va dire en audiovisuel, c'est plus facile. En fonction du projet dans lequel tu travailles, ben, t'es réalisateur. Alors, c'est sûr, si tu travailles pour Netflix, t'es juste réalisateur et t'as ton assistant, t'as ton DOP, t'as tout ce qu'il faut. Mais si tu vas filmer un clip pour Olivia Stone, t'es à la fois réal, à la fois DOP, à la fois, enfin, voilà, gaffeur, à la fois, voilà. Donc, tout va dépendre toujours un petit peu de la réalité et du budget du projet. Et donc voilà, c'est très difficile. Il y a certains, par exemple, qui sont juste vidéastes, d'autres juste réalisateurs, mais il y en a certains aussi qui cumulent, je dirais, plusieurs métiers. Mais donc nous, on fait un peu de tout. On essaye juste que voilà, ce soit, d'ailleurs c'est une obligation, c'est dans le statut, mais on essaye qu'il y ait un lien avec le milieu artistique. Voilà. Mais j'insiste que les techniciens, pour moi, c'est les artistes. En fait, j'ai toujours du mal entre lui, les techniciens, pour un métier, par exemple, que je connais bien, parce que j'aime pas trop parler du cinéma, parce que je connais moins bien l'aspect technique, mais aller dire qu'un ingé son, par exemple, de façade, donc parce que moi, par exemple, je travaille avec quelqu'un, avec Olivia, il est juste ingé son, il a pas de patte artistique, parce qu'en fait, pour les gens, il met du volume. Non, en fait, il a sa patte, il met des effets, il choisit comment il va créer son œuvre audio, et donc ça veut dire qu'il va faire des choix artistiques, plus fort la guitare, moins fort la guitare, et donc voilà, je trouve ça parfois un peu péjoratif d'aller dire ah oui, t'es juste technicien. Ben non, en fait, technicien. Et d'ailleurs, c'est bien que la commission des arts a enfin tranché là-dessus. Les techniciens sont aussi des artistes. Il y a une part voilà, je pense que pour ce que je connais, par exemple, un bon DOP, c'est aussi clairement l'artiste, c'est pas juste un technicien. Enfin voilà, il va prendre le bon cadre, il va choisir. Enfin, voilà, même au niveau de l'étalonnage, je trouve que parfois on peut pas dire que c'est juste un technicien qui va cliquer sur un bouton. Non, en fait, il va créer. Donc voilà, pour des métiers comme ça, parfois de l'ombre, on se rend pas compte, mais oui, ça doit être des artistes et ils doivent en tout cas avoir une affinité artistique. L'ambition, c'est d'avoir combien de coopérateurs? Parce que là, donc, c'est quand même une coopérative à taille humaine. Enfin, 7 membres d'équipe, 122 coopérateurs. T'imagines, enfin, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu imagines comme progression? En fait, je me fixe pas spécialement même si je suis obligé de faire mes business plans, mais je me fixe pas spécialement le développement de la coopérative en termes de nombre de coopérateurs, plutôt en termes d'évolution du projet. Donc là, par exemple, je suis sur un projet un peu gros qui l'objectif, ce serait de gérer aussi les revenus supplémentaires des artistes. Donc gérer un exemple très concret, c'est t'as trop d'argent, j'aime pas le mot, mais t'as de l'argent dont tu ne dois pas te verser en salaire pour vivre. Comment transformer ce revenu pour acheter un bien immobilier, investir en bourse, investir, on va dire de manière générale, développer les revenus passifs. Et donc c'est vrai que moi je suis plutôt focus là-dessus, même si je leur demande quand même de faire entrer des coopérateurs. Donc voilà, indirectement je dis évidemment il faut que pour que tout ça se développe et payer le salaire de tout le monde, c'est sûr qu'il faut une évolution. Mais je ne sais pas trop. En fait, je préférais être vraiment reconnu comme la coopérative indispensable pour les freelances du monde créatif qui ont un certain chiffre d'affaires, plutôt que le nombre. À chaque fois que je me suis fixé des nombres, ça n'a pas marché et ça n'a pas de sens. Donc moi, au quotidien, je me lève plutôt pour améliorer le projet. Donc je dirais que c'est presque plus fidéliser ceux qui sont là maintenant, parce que je sais que le reste viendra naturellement. Maintenant, en termes d'ambition, je suis quand même quelqu'un d'ambitieux, donc non, j'aime pas. Je dirais plutôt un rêve, c'est de pouvoir reproduire ce que je fais dans un autre pays. Ah, excellent. Ouais, ça, ce serait... je pense notamment à la France, où il y a un peu les mêmes problèmes que chez nous, mais où il y a aussi plein de leviers fiscaux encore même plus gros que chez nous. Donc ouais, devenir un peu une coopérative européenne, je dirais que ça, ce serait peut-être l'ambition. En termes de nom, je sais pas trop dire, parce que, comme je dis, à un moment donné, on a perdu le service en ayant trop, quand on était juste avec Louise. Ouais. Donc je pense que, bon, après, je fais l'erreur une fois, peut-être pas 2 fois. Et puis bon, on est à l'ère de l'IA et de l'automatisation, donc c'est quand même beaucoup plus facile de gérer certains process qui prennent du temps avant. Mais ouais, je pense que c'est plutôt... D'ailleurs, c'est le truc de toutes les réunions pour le moment, c'est la stabilité. Stabiliser le projet. Mais donc voilà, non. Dans un coin de ma tête, je sais qu'un jour, j'arriverai en France, je pense. Voilà, on verra. Les Français, on arrivera. Du coup, c'est peut-être ça ta réponse, mais on verra. On arrive tout doucement à la fin du podcast et donc je vais te poser la question signature de Compose. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Mais ça peut être pour Artisium ou pour toi.
Oser faire. En fait, je vais penser pour moi. Franchement, c'est une fois prendre un mois de congé. Parce que c'est vrai que j'avoue que je suis un peu au four et moulin. Chaque fois je dis ouais je vais faire une pause, finalement je fais une semaine ou encore je fais tous mes mails tous les matins. Et donc si je dois être égoïste, pour moi c'est apprendre à me reposer. Donc voilà, ça, je pense que ça me ferait du bien. Ma psy serait contente de m'entendre dire ça. Et je dirais que oui pour Artisium, oser faire. Ouais, je pense que ce truc de gestion du patrimoine des coopérateurs, je pense que là on aura vraiment bouclé quelque chose que personne ne fait. Ouais. Ça, ce sera un peu l'objectif. Et dans mon truc, j'aimerais bien faire exposer un projet artistique musical, quoi. Ça, c'est mon deuxième truc que j'aimerais vraiment bien faire. Trop bien. Merci beaucoup. Trop bien, merci à toi. Merci Frédéric d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour le suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Merci aussi de partager le podcast autour de vous. Et si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Alès. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.